Merci d'être à l'écoute des radios Mali. Il est 13h à Bougouni, la même heure à Dougounikoro et région de Ségou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, 26 mars 1991, 26 mars 2025. Aujourd'hui, le peuple malien célèbre l'avènement de la démocratie. 34 ans après, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, invite les Maliens à trouver un modèle de gouvernance pour faire face aux défis du pays. Ce soir, les fidèles musulmans vont tenter de se rapprocher davantage de Dieu et ce rapprochement s'appelle la nuit du destin. Et dans ce journal, à découvrir tous les bienfaits de cette nuit du destin qui correspond en termes de récompense à 1000 mois d'adoration de Dieu selon le Saint-Coran. Le dossier de ce 13h s'intéresse au sempiternel problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi au Mali. Draman Sanogo nous dira que fait l'État et quel sort pour ces nombreux diplômés qui ne savent pas souvent où mettre la tête. En sport, on parlera du championnat national de football Ligue 1 avec la 16e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la Coupe du Monde 2026 de football zone Afrique avec un bilan en deçà des attentes pour les Aigles du Mali, tandis qu'en Amérique du Sud, l'Argentine, championne du monde en titre, hier soir a été sans pitié du Brésil battu 4-1 sans Lionel Messi. La chronique environnement de ce mercredi s'intéresse à la problématique de la pollution de l'air, un phénomène dangereux pour la santé humaine au Mali. Comment faire face à Guibou Koulibaly nous en parlera. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mercredi 26 mars 2025, 26e jour du mois de Ramadan. Bonjour et bienvenue aux informations. 26 mars 1991, 26 mars 2025, la journée des martyrs est commémorée depuis 34 ans. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la révolution de mars 1991 pour l'avènement de la démocratie au Mali. Au-delà de la symbolique de la journée des martyrs, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, invite le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Nous l'écoutons, il est au micro de Garibou Perrault. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. À l'instant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui s'exprimait au micro de Garibou Pérou, c'était ce matin lors de la commémoration du 34e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali. C'était lors du dépôt de gerbes dédié au monument aux martyrs. Je le disais dans les titres de ce journal, la communauté musulmane du Mali célèbre ce soir la nuit du destin. Elle sera marquée par des prêches et invocations d'Allah dans les mosquées et autres lieux de prière. Cette nuit du destin correspond à 1000 mois d'adoration de Dieu, une opportunité unique pour les fidèles musulmans de mener également certaines actions de solidarité. Pour mieux comprendre la portée spirituelle de la nuit du destin, nous avons joint au téléphone l'imam Ousmane Diarra, c'était avec Brahma Traoré.
Le prophète paix et salut sur lui nous informe que cette nuit, elle est située dans les nuits impaires, c'est-à-dire probablement la nuit du 21, la nuit du 23, et la nuit du 25, et la nuit du 27, et la nuit du 29. Donc, elle est située quand même dans les 10 dernières nuits, mais avec plus de précision dans les nuits impaires et avec beaucoup de probabilité sur la nuit du 27. La nuit du destin est une nuit bénie, une nuit de miséricorde, une nuit de pardon, et une nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va publier aux anges le planning des événements qui doivent se dérouler dans l'année. Donc c'est une nuit de bénédiction, une nuit où le musulman doit se rapprocher de son Seigneur pour demander l'aide et l'assistance. Le prophète paix et salut sur lui nous dit qu'il y a deux choses, à savoir l'aumône et l'invocation. Donc le musulman qui invoque Dieu dans cette nuit et qui donne de l'aumône, qui s'adonne à l'adoration du Dieu, ce qui sera destiné pour lui sera du bien. Donc nous devons multiplier les prières, nous devons multiplier l'invocation, l'imploration du Dieu, et de la même manière nous devons multiplier aussi les actes d'adoration. Le prophète paix et salut sur lui nous informe que celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense de Dieu, verra tous ses péchés pardonnés. Quand l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle a interrogé le prophète, quelle forme d'invocation tu me recommandes quand je sais que c'est la nuit du destin? Le prophète lui a recommandé de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire, Dieu, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors je te demande Dieu de me pardonner. Donc cette formule, nous devons beaucoup la multiplier, ajouter à cela d'autres formules d'invocation pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'instant également, l'imam Ousmane Diarra qui nous parlait des bienfaits de la nuit du destin prévue ce soir pour la communauté musulmane. Accueille les acteurs du développement des cercles de la région autour de la table à la faveur de la première session ordinaire du comité régional d'orientation et de suivi des actions de développement CROCSAD, une session qui vise à faire le point du financement des projets de développement soumis par les collectivités auprès de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara pour les détails. Au total, ce sont 32 sous-projets qui ont été soumis à l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales de CAI pour un coût global d'environ 300 millions de francs CFA. Seydou Maïga, directeur régional de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de CAI. 7 relèvent des ressources du budget national et les 5 autres des ressources financées par la KfW. La finalité est que ces projets soient approuvés. Une fois que ces projets sont approuvés, nous allons signer avec les maires concernés soit des protocoles de suivi ou des conventions de financement afin de leur permettre de réaliser leur investissement. Les autorités administratives accordent une grande importance à cette session du CROCSAD. Amadou Ndiko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de CAI. Cette session permettra la mise en synergie des actions de développement, l'analyse et l'appréciation de la gouvernance des collectivités selon le document cadre de politique de décentralisation, mais aussi de passer en revue les indicateurs des CPN, la mobilisation financière des collectivités, la présentation du plan d'action 2024 du Conseil régional de la jeunesse. Le directeur régional de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de CAI a par ailleurs invité les collectivités n'ayant pas soumis de dossier de financement de le faire dans les plus brefs délais pour une harmonisation dans le processus de financement des différents projets. CAI, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Sissoko pour l'ORTM. De la cité d'Ara et Kaï, première région, nous allons prendre la direction du Bani Mounouché à Bougouni, qui est la 15e région, où le gouverneur de la région se trouve au chevet de la population carcérale de la circonscription. Le général de brigade Ousmane Ouili a remis des humidificateurs et des matelas au directeur régional de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée de Bougouni. Le geste vise à améliorer les conditions de vie des détenus en cette période de grande chaleur et montrer que ces détenus sont également des hommes. Le reportage d'Agali Aguissa. Ces gestes de solidarité du premier responsable de la région de Bougouni prouvent à suffisance que ceux qui sont privés de liberté ne sont pas oubliés. Le chef de l'exécutif régional vient de mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire de matériel de ventilation et des matelas. Général de brigade Ousmane Ouili, gouverneur de la région de Bougouni. Ce geste vise
à soulager leurs souffrances en cette période de très forte chaleur. C'est pourquoi nous avons estimé faire ces donations constituées de 10 humidificateurs et de 25 matelas. Ce don vient à point nommé selon les responsables chargés de la gestion des détenus dans la 15e région. Mohamed Alassane Sissé, procureur première instance de Bougouni. Ce n'est pas un luxe avoir des humidificateurs. Avant tout, c'est des êtres humains comme nous. Certes, peut-être ils ont fauté ça et là. On doit avoir une compassion pour eux. C'est dans le cadre de la réinsertion aussi. Abdoulaye Semega, directeur général de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée de Bougouni. Nous travaillons sur la chair humaine. Cela va de soi que ça engendre toujours de la douleur, mais c'est des gestes comme ça qui pourront atténuer cette douleur et améliorer les conditions de vie et de détention de nos pensionnaires. Même message lancé par le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wele, qui n'a pas manqué de saluer le président directeur général du groupe Diara Service, grâce à qui le geste a été possible. Bougouni, Agali, Agissa, Djibril Pakayoko pour l'ORTM. On reste toujours dans le domaine de la solidarité et de l'humanitaire. Ici à Bamako, le Lions Club International de la région 12 a procédé à une remise d'équipements médicaux à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. Elle vise à renforcer les capacités de prise en charge de la structure sanitaire. La valeur du don s'élève à plus de 30 millions de francs CFA. Fanta Mamanyantao. D'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, le don est composé entre autres d'un cabinet dentaire avec 2 fauteuils, d'un échographe, 21 lits, 21 matelas et 10 fauteuils roulants. Ces équipements médicaux ont été offerts par le Lions Club International Région 12. Abdoulaye Sangaré, président de la Région 12 de Lions Club International. Nous, Lions de la Région 12, sommes fiers de remettre à la Fondation ATT pour l'enfance ce don précieux. Cela témoigne d'un engagement fort, celui de toujours répondre présent là où le besoin se fait sentir. Notre devise est simple, nous servons. Selon le directeur de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance, ces gestes contribuent directement à renforcer leur capacité de prise en charge et à alléger les souffrances de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Youbaba Ali Traoré, directeur de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance. C'est un geste très significatif que nous apprécions, qui va venir compenser un manque que nous avons aussi, un manque de lits, un manque de chaises, et ainsi de suite. Le directeur général de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg remercie chaleureusement le Lions Club International Région 12 pour leur geste à la fois solidaire et humanitaire. Dr Alpha Gueye. Ce don vient à point nommé dans un contexte où les besoins sont immenses et les ressources limitées. Il constitue un soutien technique, mais aussi moral pour nos équipes soignantes qui se battent chaque jour avec dévouement. Ce don sera un symbole d'entraide, un message d'amour et de solidarité. 13h11, à présent place au dossier de ce journal. Les études supérieures ou secondaires sont généralement sanctionnées par des diplômes qui confèrent une qualification aux titulaires. Mais force est de constater qu'au Mali, certaines formations universitaires ne sont pas adaptées au marché de l'emploi, l'inadéquation du diplôme avec l'emploi. Et donc, leurs titulaires sont très peu sollicités et broient le noir souvent s'il s'agit des concours, notamment de la fonction publique. Alors, quel sort est réservé à ces diplômés? Que fait l'État? Draman Sanogo s'est intéressé au sujet. Sur la colline du savoir, autrement dit le siège de l'université de Badlabougou, les études ne constituent plus les seules préoccupations des étudiants, mais leur statut après l'obtention du diplôme. Ceci est dû au fait que certaines filières ne répondent pas aux besoins du marché de l'emploi. Il arrive que les étudiants optent pour des redoublements volontaires de classe, par crainte de se retrouver au chômage. L'ancien Diallo est diplômé en philosophie. Il ne cache pas son angoisse par rapport au nombre d'années qu'il a passé au chômage. Ce qui m'a poussé à choisir cette filière était d'être admis au concours de la fonction publique facilement. Depuis 2017 à nos jours, ma sortie de cette filière, qui est la philosophie, maîtrise, pas eu d'emploi. Je suis là à taper toutes les portes. Le boulot qui peut subvenir à mes besoins ici à Bamako, je le ferai sans exception. Je cherche aussi à me faire des projets. Yacouba Traoré, un autre diplômé en histoire, exprime un sentiment de regret et d'abandon. J'ai choisi la filière. Je voulais être un grand historien. Je cherche d'emploi depuis l'année 2015. Le sentiment que j'ai aujourd'hui est un sentiment de désespoir car nous nous sentons abandonnés par l'État. Je me suis lancé dans les projets personnels. Sekou Sanoko,
parents d'élèves interpellent l'État à trouver une solution à cette problématique. J'ai quand même aidé mon enfant à choisir, parce que le choix de filière c'est là, mais il y a une autre réalité encore après les études. Les étudiants qui ont choisi les filières de lettres, les gens qui ont fait anglais, socio-anthropologie, philosophie, souvent sont destinés à l'enseignement. Et souvent, tu vas voir ces élèves-là, et après les études universitaires, n'arrivent pas à travailler. Parce qu'il faut passer par l'INSOUPAN, c'est très compliqué. Et souvent, la plupart des étudiants, surtout ceux qui ont les moyens, les parents ont les moyens, ils sont obligés d'aller inscrire les étudiants dans des universités privées encore, après avoir passé 5 ans, ou bien 4 ans, ou bien 6 ans même, à l'université malienne. Selon Mohamed Abdoulahi Cheiban, conseiller technique au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, seules les formations courtes et les filières adaptées au marché de l'emploi peuvent résoudre cette problématique d'inadéquation formation-emploi. C'est le choix de la filière et le cycle qui est vraiment en cause. Maintenant, ce que nous on leur propose, aujourd'hui je cherche de l'emploi, donc je peux venir me reconvertir. Donc, et cette reconversion est possible au niveau de notre département, au niveau de la NPE, au niveau de la pêche, et dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui génère l'emploi. Donc, il faut former en fonction des besoins de notre économie. Nous, on n'intervient pas au moment du choix, mais nous faisons des propositions. Voilà aujourd'hui les filières porteuses. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nos tentatives d'avoir sa version des faits sont restées vaines. Si l'instruction est un droit pour tous, l'obtention d'un diplôme est aussi capitale pour les sortants des écoles, instituts et universités. Pour ce faire, le choix des filières adaptées au marché de l'emploi est primordial. Dans les cas contraires, les diplômés devraient songer à se reconvertir. On va parler de sport. Il y a beaucoup de reconversions après une carrière sportive. Pour vous dire qu'en football, démarrage hier de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel sur le continent. On a joué la 6e journée des qualifications dans les groupes. Occasion pour le sélectionneur des Aigles du Mali de tirer un premier bilan à mi-parcours et de se protéger vers les rencontres à venir. Et très loin de l'Afrique et même du Mali, en Amérique du Sud, hier soir, c'était le Classico à Buenos Aires au stade monumental. L'Argentine, championne du monde, a été sans pitié du Brésil, nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du Monde dans les éliminatoires. Eh bien, les Argentins sans Lionel Messi et le Brésil sans Neymar, une première pour ces deux nations depuis 15 ans qui jouent sans leurs deux stars vedettes. Eh bien, l'Argentine a assuré son statut de champion du monde en s'imposant par le score de 4-1. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Aridjo Matino. À l'instar de plusieurs sélections africaines, les Aigles du Mali étaient également engagés durant la trêve internationale dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Dans le groupe I, celui du Mali, la dernière rencontre de la 6e journée, jouée hier soir, a vu la victoire des Comores 1-0 face au Tchad. Ainsi, le classement après 6 journées dans le groupe I, le Ghana est leader avec 15 points, suivi des Comores 2e avec 12 points. Madagascar est 3e avec 10 points. Le Mali est 4e avec 9 points, 5e la République centrafricaine avec 5 unités et le Tchad dernier avec 0 points. À 4 journées de la fin des éliminatoires, le sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fit, se veut confiant quant à la suite de la campagne. Je vous propose de l'écouter au micro de Fotiki Tunkara. Il y a des autres matchs. Maintenant, on doit calculer avec seulement un match contre Ghana. On a toujours besoin que Ghana va perdre des points. Mais OK, on va faire tout pour les prochains 4 matchs dans la qualification pour une victoire. Et après, on va voir que c'est suffisant pour la qualification ou pas. Dans les 8 autres groupes, déjà après la 6e journée, plusieurs équipes sont bien parties pour finir en tête, synonyme de qualification pour le mondial. Ainsi, le classement est le suivant. Dans le groupe A, les Pharaons d'Égypte dominent les débats avec 16 points, suivi des Étalons du Burkina Faso, deuxième avec 11 points. La République démocratique du Congo, avec 13 unités, est leader du groupe B. Le Sénégal, grâce à sa victoire 2-0 sur le Togo, est deuxième avec 12 points. L'Afrique du Sud est leader du groupe C avec 13 points et compte 5 points d'avance sur le Rwanda, deuxième.
13 points également pour les requins bleus du Cap-Vert, premier du groupe D devant le Cameroun, deuxième avec 12 points. Le Maroc mène la danse dans le groupe E avec 15 points. Les Lions de l'Atlas, qui comptent 9 points d'avance sur leur dauphin, le Niger, se qualifieraient en cas de victoire lors de la 7e journée. Dans le groupe F, on retrouve en tête les éléphants de Côte d'Ivoire avec 16 points, mais talonnés par les Panthères du Gabon, deuxième avec 15 points. Pas de problème également pour les Fennecs d'Algérie, 15 points, et les Aigles de Carthage de Tunisie, 16 points, qui sont respectivement leaders des poules G et H. Signalons que les premiers de chaque poule se qualifient directement pour le mondial 2026. Toujours dans le registre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il y avait au niveau de la zone Amérique du Sud un certain Argentine-Brésil au compte de la 14e journée. Finalement, cette affiche des géants a tourné à l'avantage de l'Argentine, l'Albiceleste, qui bat le Brésil 4-1. Avec 31 points à 4 journées du terme, l'Argentine est presque qualifiée pour le mondial. L'Équateur est deuxième avec 23 points. L'Uruguay, le Brésil et le Paraguay comptent chacun 22 points. Au plan national, pour terminer, après les 16e de finale de la Coupe du Mali, phase fédérale, place à la 16e journée du championnat national Ligue 1 professionnel. Hier mardi, il y avait au programme 2 affiches. À Bougouni, le Binga FC en déplacement s'est incliné 2-1 devant l'US Bougouni. Et à Bamako, au stade Mamadou Konaté, les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Real de Bamako ont fait match nul 0-0. Cette 16e journée se poursuit demain jeudi et s'achève vendredi. Chronique de l'environnement. Et dans cette chronique d'aujourd'hui, on parlera de pollution, notamment la pollution de l'air qui est devenue une préoccupation majeure, notamment dans notre capitale Bamako, mais dans tout le pays également, entre les émissions des gaz à effet de serre, des véhicules, les fumées industrielles et l'usage du comestible domestique. La qualité de l'air se détériore d'année en année au Mali, impactant la santé de la population. Alors, quels sont les facteurs les plus préoccupants? Dispose-t-on des données précises pour évaluer la situation et surtout quelles solutions on doit envisager pour diminuer cette pollution de l'air? En tout cas, la réponse est dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Au cœur de cette problématique, les transports occupent une place de choix. À Bamako, la circulation intense est alimentée par un parc automobile vieillissant, souvent mal entretenu, émettant des quantités élevées de particules fines et de gaz toxiques. Les embouteillages quotidiens accentuent cette situation, piégeant les habitants dans un nuage de pollution qui affecte directement leur système respiratoire et sans oublier la combustion domestique. L'industrie, bien que moins développée que dans certains pays voisins, contribue également à cette dégradation de la qualité de l'air. Yoba Sokona, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Une des sources importantes, c'est l'énergie domestique, l'énergie de cuisson. Au-delà de ça, c'est le système de transport. Il y a une prolifération, non pas seulement de voitures, mais également de motos. C'est-à-dire, c'est la plupart du temps, les voitures de seconde main qui viennent au Mali et les motos de seconde main qui viennent au Mali. Et il n'y a pas du tout de normes. Même si ces normes sont définies, même si ça existe dans les textes, il n'y a aucune application de ces normes. Je ne pense pas du tout qu'au niveau des visites techniques, qu'on contrôle les émissions de l'ensemble des engins que l'on utilise. Ça, c'est une des sources importantes de pollution. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de sortir l'heure de Bamako pour s'en rendre compte. Il y a les usines. Heureusement qu'il y a peu d'usines ici. Et il y a également comme source de pollution la manière dont on se débarrasse. On ne gère pas les ordures, mais on se débarrasse des ordures en brûlant. Il y a bien sûr des sources naturelles de pollution de l'air. C'est-à-dire un vent de sable qui vient du Sahara et puis qui passe par Bamako et autres. On n'y peut rien. Il y a une manière de réduire également ce type de pollution, c'est de planter des arbres, puisque ça permet d'absorber une partie de la pollution. Si les sources de pollution sont bien identifiées, la mesure précise de leur impact demeure un défi. À Bamako, quelques études menées par des organismes spécialisés indiquent des niveaux alarmants de pollution de l'air, souvent bien au-delà des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 9 personnes sur 10 qui respirent de l'air pollué à travers le monde. Et ceci occasionne par an 7 millions de morts prématurées. Quand on regarde les pays en développement liés à la pollution intradomiciliaire, c'est-à-dire cette pollution intradomiciliaire
issus de la cuisson avec des combustibles qui polluent, notamment le bois, le charbon de bois, le kérosène ou pétrole lampant, comme on le sait ici. Ceci contribue à près de 3,2 millions de décès par an, essentiellement des femmes et puis des enfants. Et quand on essaie de ramener, il n'y a pas les chiffres sur le Mali. L'étude la plus récente que j'ai pu trouver, c'est une étude de la Banque mondiale qui date de 2010. On n'a pas les chiffres les plus récents. Cependant, l'absence de stations de surveillance continue empêche un suivi rigoureux, rendant la prise de décision plus complexe. Je sais que dans le cadre d'un programme des Nations Unies sur l'air pur et changement climatique, il y avait la possibilité de doter tous les pays africains qui s'intéressent à la question pour au moins qu'ils fassent la mesure de la pollution. Et quand on a une idée assez exacte du problème, on peut prendre des mesures pour y faire face. Malheureusement, je ne pense pas du tout que... j'ai cru comprendre à un moment donné que ces équipements sont arrivés à Bamako mais n'ont jamais été utilisés. Parce qu'on a la possibilité d'avoir des points fixes de mesure. On dispose malheureusement de très peu de données, de très peu d'informations. Face à cette situation, des solutions existent. Une réglementation plus stricte des véhicules polluants, la promotion d'énergie plus propre et un meilleur suivi de la qualité de l'air. Mais pour que ces mesures portent leurs fruits, une volonté politique forte et une sensibilisation accrue des populations sont indispensables. Sans cela, la pollution de l'air continuera d'asphyxier lentement, mais sûrement les Maliens. Voilà, il est 13h passé de 25 minutes à Mankwani, région de Tikasso. C'est la fin de ce journal. Mais avant de nous séparer, retenez que la principale information du jour au Mali, c'est bien la célébration du 34e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali, 26 mars 1991, 26 mars 2025. Eh bien, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la révolution de mars 1991 pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Au-delà de la symbolique de la journée des martyrs, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a invité le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Nous y reviendrons très largement dans notre édition du soir à partir de 20h30 avec Garibou Pérou, édition qui sera présentée par Moïse Traoré, pas de 22h30 comme tout le long du mois de Ramadan. Bonne suite de Ramadan, surtout en cette veille de la nuit du destin. Mettons le Mali, nos familles dans nos prières et prions pour la paix au Mali. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badi Touré, 13h26 à Dramane, Samegar et à Logo-Kakoulou. Nous sommes dans la région de Kaye. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres sessions d'information sur Radio Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.